fait plaisir d'être au premier sommet des marchés publics. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont participé à ce premier sommet? Hey! Président de l'Association des marchés publics du Québec, où ce qu'on nous a présenté aussi un projet pilote de coupon nourricier qui a eu lieu là, dans plusieurs régions du Québec. Et on voit qu'on est plusieurs, justement, présentement, à réfléchir à d'augmenter le pouvoir d'achat des gens, notamment en situation de vulnérabilité, mais aussi encourager l'agriculture québécoise. J'aime pas ça dire encourager, là, mais de soutenir ça, parce que est-ce que j'en aurais plus pour mon argent au Super C? Ça, cette question-là de fond, ben, c'est un peu ça que je vais vous parler pendant les prochains temps, c'est qu'il y a plein de solutions qui sont possibles, mais là, c'est de trouver laquelle est la bonne ou laquelle est la meilleure, puis c'est difficile parce qu'on a tous nos intérêts, on a tous nos réalités, on a tous nos contextes. Dans Montréal-Nord, s'il n'y en a pas d'offres en circuit court, c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on dit « pas de carte proximité dans Montréal-Nord parce qu'il n'y en a pas d'offres? » C'est toutes des questions qu'on pourra regarder ensemble. Puis, je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le lieu ici, mais dans le fond, on a un promoteur immobilier qui a voulu faire un gros projet de gentrification, puis qu'on a une couple de citoyens qui se sont opposés, puis ça a pris des années avant que le projet se développe, jusqu'à temps qu'il y ait un promoteur moins pire que les autres, on va dire, qui a décidé de développer le projet et faire un don à la communauté, qui est l'espace ici. Puis on est en processus d'acquisition du bâtiment, comme quoi qu'il y a de l'espoir que dans des villes, où notamment dans des quartiers comme celui-là, ben, il y a toujours de la place à l'innovation puis à la reprise citoyenne et collective des espaces comme ici, qui est un magnifique espace. En haut, il y a une serre, juste au-dessus de nous, il y a une serre, un toit vert, le carrefour produit de la magnifique nourriture. Première des choses que je voulais vous dire. Deuxième des choses, moi, j'ai le plaisir d'être directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine, puis à toutes les fêtes de Noël, on offre une carte proximité à chacun de nos employés. Ça veut dire peut-être que ces employés-là sont venus dans vos marchés cet été, puis vous pensiez peut-être que c'était des personnes vulnérables, puis je vous dis au salaire qu'on paye nos employés, c'est peut-être des personnes vulnérables, je ne sais pas, mais tout ça pour dire que c'était ça à la base de la carte proximité aussi, de mélanger cette espèce d'idée-là que, bon, ben, on avait des cartes qui pouvaient être des certificats cadeaux, qui pouvaient être des cartes qu'elle doit offrir, puis que, ultimement, ben, il y a plein de Québécois et Québécoises qui pourraient utiliser un programme de coupon nourricier sans nécessairement être sur l'aide sociale ou être en situation d'insécurité alimentaire. Oui. Avec la conjoncture, Tout le monde. Le taux d'inflation. C'est pas n'importe qui est dans une situation de vulnérabilité parce que quand on regarde dans les marchés, on regarde à 18%, il y a un taux d'inflation de 15 à 20%. Donc n'importe qui de nous n'est plus capable d'acheter des choses dans le sauf de façon en spécial. On regarde les circulaires. C'est devenu une habitude de vie. Exact. Donc la carte proximité, c'est pour tout le monde. C'est pas juste les personnes en vulnérabilité. Exact. Il faut mettre ça en tête. Moi aussi, j'avais bénéficié d'une carte cadeau. Quand j'ai été au magasin, j'étais surprise parce que presque le même prix vendu chez Metro et à Super, c'était le même prix pour le Dolly. Je me suis acheté le Dolly alors qu'il était quand j'attends le spécial pour l'acheter à $20. Ben oui. Super beau témoignage. Ben c'est ça aussi, c'est quand on a parti de la carte proximité, puis on voyait que bon, ben, c'était des organismes communautaires qui allaient offrir des cartes proximité à leurs bénéficiaires, mais les employés même des organismes communautaires en auraient besoin de cartes proximité aussi, là, avec le sous-financement du milieu communautaire qu'on a actuellement. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec vous. Autre chose, le montant, pour par exemple, toujours améliorer le prix. On a reçu $1 800. Les $800, plus la quantité, c'est pas la quantité, le nombre de personnes qu'on a, par exemple, nous, on est à comptoir alimentaire, on dessert environ 250 familles par semaine. Donc, c'est un grand nombre de familles. Pour choisir les personnes les plus vulnérables, on a des misères. On a choisi ceux qui ont plus d'enfants, et on a choisi pour faire un équilibre. Finalement, on s'est rendu compte que pour donner le montant de $600 par une famille,
c'est comme c'est inégalité. Vous savez, qu'on choisit plus de familles, il faut que leur donner. Ça aussi, c'est une problématique quand on n'a pas un vrai montant pour distribuer à plusieurs familles. Je suis d'accord, c'est. Pour ça, parce qu'en fait, il y a une autre partie de la présentation, c'est sur la charte d'inclusion. Puis c'est aussi pour se mettre un petit peu dans l'esprit, aussi comme inclure dans nos pratiques organisationnelles, comment on peut mieux prioriser en fait aux personnes à qui on dessert, qui est desservie par la carte. Donc, juste après Jean-Philippe, on va avoir cette autre partie-là pour comme qu'on l'ait un petit peu plus frais là, dans nos Oui, puis l'idée de la mise à l'échelle, justement, là, sur un programme national de promotion, fait en sorte que collectivement, on aurait plus d'argent ultimement, fait des choix moins difficiles à faire, étant donné qu'il y aurait plus d'argent à distribuer. Dans le fond, je vais essayer d'être assez succinct parce que, dans le fond, j'en comprends que vous avez plein de choses à partager. Puis, j'imagine que c'est ça, c'est chacun d'entre vous a son témoignage, son histoire, puis c'est super riche que vous puissiez le permettre. L'idée, là, c'était juste de camper tout ce qu'on en est, pourquoi on en est rendu là. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été directeur là, du Carrefour pendant 10 ans, puis j'ai eu le plaisir de voir toute l'évolution de c'est quelle solution on met en place pour nourrir les gens du Centre-Sud. Puis on a fait plein d'expérimentations. Il y en a qui ont été vraiment des flops, là, comme mes enfants me diraient. Il y en a qui ont été plus intéressantes. Il y en a qui existent encore. Juste le marché Frontenac depuis 2008, ça fait 17 ans là, que ça existe, le marché Frontenac. 2007, ouais, avec les premiers pilotes là, dans le stationnement de la GTI. Ça pour dire qu'on a essayé plein d'affaires, puis mon mandat aujourd'hui, c'est un peu de vous partager qu'est-ce qu'on a essayé et pourquoi aujourd'hui, le programme de Pronoxy semble particulièrement intéressant dans la conjoncture face à tout ce qu'on a pu essayer. Juste pour vous dire que dans le fameux l'offre et la demande, là, tout le monde se retrouverait dans qu'est-ce qu'il y a. Ultimement, on pourrait magasiner juste d'un spéciaux, puis que dans le fond, la demande s'adapterait à l'offre, puis inversement, l'offre à la demande. Puis oui, il y aurait une petite partie de la société civile qui ne serait pas capable de subvenir, mais ils iront dans les banques alimentaires, ces gens-là. Puis c'est un peu le rêve canadien de dire le marché va réussir à nourrir tout le monde, le grand marché, mettons, du système alimentaire, puis que l'infime partie qui ne réussira pas à se nourrir, les groupes caritatifs et autres feront la job. Puis, ultimement aussi, la sphère privée, elle s'autorégulera, où ceux qui réussissent en affaires vont réussir, ceux qui réussissent pas, ils réussiront pas. Puis là, on voit que cette partie-là, de plus en plus, a grandi, là, comme vous dites. On est de plus en plus de la société civile qui ne réussit pas à s'approvisionner sur le marché. Puis, il y a de plus en plus, de l'autre côté, de fermes qui ne réussissent pas dans leur modèle d'affaires, même si vous trouvez, en tant que consommateur, que des tomates, ça coûte trop cher. Eux-mêmes, au prix que vous trouvez trop cher, ils ne sont pas capables d'y arriver. Puis ces deux grandes solitudes-là, ils ne réussissent pas à se parler parce que, à part l'agriculture verte, je ne vais pas vous faire l'agriculture verte, ces deux réalités qui sont isolées, qui ne réussissent pas à se retrouver. Puis cette idée-là de carte proximité, quand on dit le slogan « fermière et solidaire », c'était pour rassembler ces deux solitudes-là pour faire en sorte. Moi, qu'est-ce que je vous propose, là, c'est de vous partager cette information-là, puis après ça, les questions, les commentaires, les témoignages et autres, on pourra prendre le temps de se partager ça. Puis, dans le fond, quand on voit que ça ne marche plus, ces affaires-là, c'est au gouvernement d'arranger quelque chose, parce qu'il peut avoir, maintenant, avec le pouvoir d'achat, acheter, c'est voter, oui, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un quelque part qui dise hey, ça n'a pas d'allure, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut soutenir les fermes pour que ça aille mieux, ou il faut soutenir le monde pour qu'il puisse manger. Ça, c'est un peu le rôle du gouvernement, de faire des normes, de la réglementation, des subventions, quoi que ce soit, parce que le libre marché, on voit qu'il ne réussit pas à s'auto-réguler d'une part ou d'autre. Il y a des actions, on peut autoproduire. Ah oui, moi, dans mon jardin, je produis assez de concombres pour ma... Oui, OK, mais est-ce que tu produis assez de protéines, de lipides, est-ce que tu es capable de t'autosuffire? Possiblement pas. C'est là qu'on voit le rôle de l'acteur public et institutionnel. Puis on a vu au Québec, quand le gouvernement s'en mêle peu ou pas, c'est, dans le fond, le communautaire qui se substitue à ça. Puis ça a été un peu le souhait du Carrefour de se substituer à un acteur public qui aurait pu mettre en place un programme de promotion, comme c'est le cas aux États-Unis depuis 80 ans. Puis qu'on va voir, c'est un programme qui a beaucoup été modifié.
le SNAP, là, le supplément, parce que le lobby des grands groupes agroalimentaires ont poussé pour que, finalement, qu'est-ce qui devait être un programme pour soutenir les agriculteurs puis pour soutenir les personnes vulnérables, finalement, c'est un programme pour soutenir l'industrie agroalimentaire. Là, je tombe dans le conspirationniste. Mais 1% du chiffre d'affaires de Walmart, aujourd'hui aux États-Unis, c'est le programme de coupons alimentaires offert par le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut répéter ce programme-là pour qu'au final, le gouvernement injecte l'argent pour que tout le monde en aille chez Super C, chez Costco, chez Walmart? Mais peut-être pas. Est-ce qu'on veut d'abord plus soutenir les épiceries solidaires, des marchés publics, des organismes citoyens, l'économie sociale et solidaire? Mais peut-être plus. C'est un peu ça aujourd'hui où ce qu'on est rendu de dire, où est-ce qu'on met nos billes pour, au final, soutenir un système alimentaire qu'on souhaite le bon. J'ai des cours, maîtrise en sciences de l'environnement. Souvent, on voit un peu ça parce que ça nous amène de se dire, OK, comment on change le monde? Ce graphique-là, Gill, en 2002, nous a montré un peu comment on pouvait changer le monde. Il y a des innovations. C'est-à-dire, vous pouvez vous imaginer que la carte proximité est une de ces petites flèches-là. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'elle réussisse à pénétrer le régime. Le régime, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui, comment vous faites l'épicerie, c'est quoi les règles qui sont admises, comment le système est fait, et autres. Puis, qu'est-ce qui influence le fait qu'une innovation comme la carte proximité, ou peu importe le programme de coupon nourricier, intègre le régime? C'est le contexte sociopolitique, c'est comment on pousse fort tous ensemble sur une flèche ou quoi que ce soit. Puis là, mettons, on se dit, OK, est-ce qu'on profite du fait que le Parti québécois, donc, on pense qu'ils vont gagner les élections l'année prochaine, qui est un parti nationaliste, qui veut prôner l'achat local avec un gouvernement américain qui est très protectionniste, est-ce que c'est une opportunité pour nous en tant que groupe de faire valoir la carte proximité? Possiblement. Mais là, c'est de voir, OK, c'est quoi les différents leviers qu'on a pour qu'une de nos innovations réussisse à pénétrer le système, parce que le système en tant que tel ne veut pas nécessairement faire intégrer n'importe quoi. Puis c'est pour ça qu'on part plein d'initiatives, chacun de notre bord, des épiceries solidaires, des marchés. C'est pas tout le temps facile, parce que il faut que ça fonctionne, il faut que ça réussisse à entrer dans le régime en tant que tel. Puis, en termes de niche, en termes d'innovation, il y a deux grandes catégories que les gouvernements, notamment les directions de santé publique, possiblement plusieurs de vos initiatives ont été financées par la DSP, la DRSP ou par Centraide ou par d'autres groupes. On a mis deux grandes catégories pour améliorer l'alimentation, soit qu'on crée des environnements favorables, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me dire un exemple d'environnement favorable qu'on pourrait créer pour améliorer l'alimentation de gens? Ça, c'est quoi le genre d'initiative que vous pourriez faire pour améliorer l'environnement favorable? Admettons, un marché public, c'est-à-dire on ouvre une épicerie, mais cette épicerie-là, s'il n'y a personne qui y va, elle va juste faire faillite. C'est-à-dire, de l'autre côté, on essaie d'améliorer la demande qui est, dans le fond, favoriser l'adoption de saines habitudes de vie. Ceux qui connaissent Québec en forme, c'est un ancien programme qui a soutenu pas mal des projets en alimentation. Mais c'est tout le temps entre ces deux-là. Est-ce qu'on crée des marchés un peu partout où on donne des ateliers dans les écoles, des garderies, dans les CPE, on fait de l'éducation alimentaire? Des fois, on essayait de faire des projets qui rassemblaient les deux. Les valeurs fraîcheurs, c'est un programme que Carrefour on avait essayé. C'est de dire, on va améliorer l'offre, mais au lieu d'acheter un local, de louer un local, de payer quelqu'un pour être en arrière d'un comptoir, on va utiliser qu'est-ce qui existe déjà, le dépanneur. On va mettre des fruits et légumes dedans et on va voir si les gens vont en acheter. Est-ce que vous pensez que les gens vont acheter des fruits et légumes dans un dépanneur? Oui. C'est sûr que les gens vont acheter des fruits et légumes dans un dépanneur. Malheureusement, on a fini fin au programme parce que, dans le fond, les légumes étaient pourris. Les gens n'achetaient pas les légumes. Pourquoi les gens n'achetaient pas les légumes? Peut-être le prix, mais aussi l'éducation. Quand on s'en va dans un dépanneur, moi, je m'en vais acheter de la viande, des cigarettes, de l'auto, des sacs de chips. Je ne vais pas acheter des fruits et légumes. C'est-à-dire, quand on a un programme comme celui-là, qui est un programme qui est intéressant théoriquement, il faut le jumeler à un programme peut-être aussi de soutien, puis peut-être que le résultat, il fonctionnerait dans 10, 20, 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, le dépanneur est un symbole du vice, mais peut-être dans 20 ans, ça serait différent. La même chose pour Fruixy.
Les gens, dans le fond, au marché Frontenac, on disait les gens vont venir vers nous. Mais c'est pas tout le monde qui venait vers nous. On va mettre les fruits et légumes dans un vélo. On va pédaler jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un un groupe de monde, ça devant un HLM, pour que les gens achètent. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne? D'aller vers les gens pour acheter des fruits et légumes? Peut-être, mais il y a trop de trous dans les rues de Montréal pour les amener en vélo. Ça a été ça le problème. C'est que les gens venaient soit avec des flaps ou soit avec des légumes écrasés. Ça devait, au final, une super bonne idée. Amener des fruits et légumes directement aux gens, de faire des ateliers. Dans les premières cohortes Fruxi, les pédaleurs Fruxi étaient même déguisés. En fraises, en plus, ça devenait comme complètement livré ou un chou-fleur, un gros chou-fleur sur un vélo. Il était électrique, le vélo. À la fin, il était électrique. On avait reçu une subvention pour électrifier le vélo. Au début, ça n'était pas. Puis l'idée, c'était adopter des habitudes de vie. On fait, dans le fond, faire l'activité physique aux jeunes. Puis en même temps, on vend des fruits et légumes. C'est un super beau projet. Il y a même des vidéos sur Google de Gérald Tremblay, qui a été un maire avec son casque de vélo à l'envers, en train de pédaler un Fruxi. De toute beauté, à l'époque, c'était parti en même temps que Bixi, les vélos Bixi. Puis le chef de cabinet de Gérald Tremblay, qui s'appelait André Labelle, à l'époque, il voulait appeler ça Bixi. Non, pas Bixi. Non, Fruxi, c'était à ça. Peu importe, tout ça pour dire qu'il y a plein d'initiatives qui peuvent être mises en place. Si on fait un jardin quelque part, est-ce que ça va améliorer significativement l'alimentation des gens? Peut-être, mais est-ce qu'on adopte plus, dans le fond, des comportements alimentaires avec un jardin où on produit vraiment de la nourriture? Puis, sur chacune des solutions qu'on peut imaginer, ça a des impacts, puis c'est de voir c'est quoi la meilleure solution. Comment l'argent qu'on a en tant que gouvernement pourrait permettre le meilleur résultat jusqu'à un certain point. Témoignage. En fait, je pensais à quelque chose, parce que dans sa profession, parce que je t'ai dit, et latino-américain, c'est dans les petites Les marchands ambulants. Exactement, qui ont toutes les fruits et légumes. En arrivant ici, on va s'en aller au ballon. Parce qu'il est beau. Et ça, pour nous, c'est vraiment ça. Et après, on termine à s'adapter au temps. Exact. OK, Jacques, il y a vraiment un commentaire brûlant. Oui. Monsieur, mon nom est Gilles Laproche, je suis agriculteur à Laval et j'aime vos propos. J'ai vu que vous avez vu neiger, parce qu'avec l'expérience que vous nous avez communiquée, moi, ce qui me fatigue, c'est est-ce que vous êtes tributaire des subventions pour être capable d'exister? Parce que là, je fais allusion au mot pérennité quand je parle. On va arriver à tout ça. Et vous avez parlé de deux mondes qui ont la misère à se rejoindre. Moi, je suis agriculteur. Moi, j'ai l'autobus qui passe devant la porte, puis ceux qui ont le record pour l'utilisation d'autobus pour venir chez nous, c'est les gens de tomates. Aussi simple que ça. Ah. C'est ceux qui viennent le plus en autobus. Ils passent devant la porte, où je suis un citoyen de Laval, puis je paye le reste. Ouais. Fait que comment on pourrait faire une espèce d'économie agricole circulaire pour faire en sorte qu'on puisse être capable d'être plus efficace? Puis moi, j'ai des terres comme terre à Laval, c'est parce qu'on s'en est occupé jadis, parce qu'on a une zone agricole qui représente 28% du territoire agricole. Ouais. Et c'est important que les gens soient conscients de ça, qui font en sorte qu'il y a des espaces verts à Laval, il y a des zones, des terres agricoles qui nourrissent le monde. Oui, on est d'accord. Donc, je continue. Dans le fond, le programme de coupons alimentaires, je ne sais pas si vous savez la petite histoire de comment ça s'est passé. C'est que, dans le fond, il y avait des surplus de bouffe. Aux États-Unis, les agriculteurs ont été en surproduction. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passait? C'est que si tu achetais pour une pièce, on te donnait 50 cents. Aujourd'hui, là, des fois, les chambres de commerce ont encore cette affaire-là là, sur la ruche. Je t'achète 20 pièces, t'as 25 pièces. Dans le fond, on bonifie. La première carte proximité qu'il y a eu dans Centre-Sud, ça s'appelait les fruits de la solidarité. À l'époque, là, dans le fond, ça, c'est l'ancêtre de la carte proximité ici dans Centre-Sud. On imprimait l'argent sur du papier avec la paroisse Sacré-Cœur. Puis, dans le fond, comment ça se passait, c'est qu'il fallait que tu payes 5 piastres pour avoir 15 piastres. Parce que l'organisateur communautaire du CLSC à l'époque, du CIUS, là, si on veut, il disait, on peut pas juste donner de l'argent au monde. Il faut que les gens contribuent. Tu sais, c'est comme une manière de penser, là. Je suis pas sûr qu'on est tous d'accord sur cette manière de
pensée-là, mais il faut que les gens contribuent à un effort pour pouvoir recevoir un cadeau. Tu ne peux pas recevoir de cadeau sans effort. L'idée a finalement changé parce qu'aux États-Unis, il ne faut plus que tu payes pour avoir de l'argent. Mais le début du programme là, de SNAP, ça a été ça, de je fais un effort pour recevoir. La même chose avec la carte productivité, je fais un effort pour recevoir. Puis le programme a modifié qu'aujourd'hui, dans le fond, il y a 20 millions de ménages américains, là, dans le fond, qui reçoivent 250$ par mois avec le programme SNAP. Puis, comme je le disais tantôt, là, dans le fond, 20% de cet argent-là est dépensé chez Walmart, qui représente 1% du chiffre d'affaires de Walmart. Puis là, on regarde, c'est quoi qui mangent ces gens-là chez Walmart? Qu'est-ce que vous pensez que les gens achètent chez Walmart avec leur programme de coupons alimentaires? Des cochonneries. Du lait, des œufs, Du lait, des œufs, du pain. La viande. On le voit là, c'est vraiment plus petit, mais en grande majorité, de la viande. La viande coûte tellement cher que les gens ont besoin de viande. Ils prennent ça. Après ça, des boissons sucrées. C'est-à-dire là, des légumes, des aliments préparés, des desserts, des trucs en gros. Là, c'est de se dire, OK, est-ce que dans le programme de coupons alimentaires au Québec, au Canada, ça ressemblerait à quoi? Est-ce que de un, ils peuvent acheter qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'on parle de dignité. Aux États-Unis, c'est important. Là, la Constitution américaine, c'est fais-moi pas chier, laisse-moi faire qu'est-ce que je veux avec mon argent. Puis, il y a même eu des reportages comme quoi que les gens achetaient des chips, des boissons gazeuses, même des cigarettes dans certains États avec un programme de coupons alimentaires. De là, c'est-à-dire, et si aujourd'hui, on s'imagine de subventionner un programme de coupons nourriciers avec une taxe sur les boissons sucrées, est-ce que les gens pourraient acheter des boissons sucrées avec une taxe sur les boissons sucrées? Là, ça fait vraiment là, le serpent qui se mord la queue puis qui se retrouve. Ça veut dire, de un, qu'est-ce que les gens mangent, puis de deux, c'est où qu'ils consomment ça, justement, au Walmart, des marchés publics et autres. Puis, ben, heureusement, il y a des initiatives qui ont été faites un peu partout, comme dans beaucoup des initiatives aux États-Unis, au Vermont, par Bernie Sanders, qui a dit, hey, tout cet argent-là qu'on reçoit, est-ce qu'on serait capable, dans le fond, de faire que nos marchés publics puissent en bénéficier? Ça. De un, Bernie, qu'est-ce que c'est? OK, on va faire en sorte d'équiper nos marchés publics de terminaux qui acceptent les cartes, parce que pendant un bout, les cartes, c'était papier, mais là, tout est devenu comme une tomate, là, une carte numérique. Puis, on va même subventionner ça. Ça veut dire, si vous échangez vos coupons alimentaires dans un marché public, on va vous en donner un peu plus d'argent pour vous encourager, parce que les gens disent « Ah, mais ça coûte plus cher les marchés publics. » Non, ça coûte plus cher. Là, c'est tout le temps le débat, parce que donc, si on regarde juste les circulaires de Super C, mais oui, c'est moins cher les produits de la circulaire dans le marché public, mais c'est toute la stratégie des loss leaders. Là. Tu rentres dans l'épicerie, tu achètes ce qui n'est pas cher, puis tu es comme « j'achète ça aussi », des choses que tu n'aurais peut-être pas acheté dans un marché public. Tout ça pour dire qu'il y a des États aux États-Unis qui ont commencé à changer leur manière de faire, notamment en subventionnant puis en encourageant l'achat dans certaines places. Il y a, depuis presque 20 ans, en Colombie-Britannique, un programme de coupons nourriciers qui est échangeant des marchés publics de Colombie-Britannique. Les fruits de la solidarité, qui est le programme que je vous disais qu'on avait testé dans le Centre-Sud avec la paroisse, qui permet d'échanger 5$ en 15$, papier, qui avait plein de beaux résultats, mais des fois, ça nous retrouvait avec quelqu'un qui ramassait ses papiers tout mouillés, mâchés, en essayant de trouver des traces, la fraude. C'est comme, bon, on s'est dit, OK, comment on peut aujourd'hui transférer tous les apprentissages qu'on a vus ailleurs pour mettre en place un programme depuis 6 ans de cartes numériques qui permet, dans le fond, d'atteindre les objectifs qu'on veut. Puis, au début de la carte proximité, quand on a réfléchi à ça, on était des gens qui étaient quand même assez intègres et radicaux face à ce qu'on sentait. C'est-à-dire, on voulait que ce soit des aliments nus, c'est-à-dire aucun emballage entier, c'est-à-dire aucune transformation. Puis c'était vraiment ça, cette idée-là, de restreindre au maximum les produits. On se ramassait comme à la caisse, les gens arrivaient, puis là, non, ça c'est éligible, ça c'est pas éligible, ça c'est éligible. Puis là, on parle de dignité puis pas de stigmatisation. C'était de la stigmatisation, parce qu'à la caisse, on se retrouvait avec un double standard. C'est-à-dire, il y a eu tout un travail de dire, OK, comment faire pour accompagner les commerces,
justement, dans l'amélioration de leur offre, dans le soutien à ça, pour qu'ultimement, on ne soit pas avec un système à 2 vitesses, à 3 vitesses, à 4 vitesses, puis qu'on retrouve là, autant la qualité que l'accompagnement qui se fait auprès des commerçants pour un programme comme la carte proximité. Ça, j'aime ça, parler de tout du trait d'investissement parce qu'au final, il y a eu des tests qui ont été faits avec le ministère de l'Agriculture. On va subventionner des fermes qui vont donner 50% de leur récolte à des banques alimentaires. On va les subventionner pendant 3 ans, puis après ça, ça va fonctionner sans subvention. Est-ce que vous pensez que ça marche? Non. Mais non! 50% de la récolte, ils l'ont essayé. Ils ont subventionné le programme parce que c'était un fonctionnaire qui avait eu cette bonne idée-là. Le fonctionnaire ne travaille plus au MAPAC aujourd'hui. Pareil, il a pris sa retraite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça pour dire que, OK, est-ce que donner de l'argent aux producteurs agricoles pour qu'ils baissent leur prix, c'est la bonne solution? Non. Est-ce que l'idée de donner de l'argent aux gens puis qu'ils s'en aillent chez Super C ou qu'ils veulent, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est de subventionner les organismes communautaires plus pour qu'ils essayent de faire encore plus un travail de substitution d'État? Ben, ce choix-là, entre est-ce que pour améliorer l'alimentation, je le donne aux producteurs, je le donne aux commerçants ou je le donne directement aux gens, c'est pas évident. C'est de dire, OK, si je donne, dans le fond, finalement, aux consommateurs ultimes, aux gens, mais que toute la chaîne, dans le fond, où ce que la personne participe à cet écosystème-là en reçoit, mais là, c'est là que l'effet de Keynes, là, qui est un espèce d'économiste américain, qui s'est dit, ah ben dans le fond, le dollar que je donne à la personne, c'est un dollar qui investit dans l'économie sociale, puis l'économie sociale, c'est un dollar qui retourne après ça dans la poche du producteur agricole. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce que le producteur agricole fait avec son dollar. Donc, on espère qu'il retourne au marché et qu'il s'achète des... Non, mais tout ça pour dire que c'est de l'argent qui roule dans le système. C'est l'argent qui roule dans le système, tandis que si on donne de l'argent, puis après ça s'en va dans la grande distribution, quoi que ce soit, ben on perd cet argent-là, elle ne se retrouve plus, elle n'existe plus. C'est-à-dire, c'est une postulat un peu sur laquelle on veut travailler aujourd'hui, de se dire, bon, ben, de un, c'est quoi l'avenir d'un programme de coupon nourricier à l'échelle nationale? C'est quoi les implications fiscales et juridiques de ce genre de programme-là? C'est quoi l'effet économique que ça peut avoir? C'est-à-dire, ultimement, est-ce que c'est une bonne idée ou non de taxer les boissons sucrées pour investir dans un programme comme celui-là? Puis qu'ultimement, tout le monde, ben, ça en vienne dans nos organisations, ça s'en vienne dans nos populations, puis qu'au final, on puisse tout le monde mieux s'alimenter dans une idée que on est tous à un pas de cette vulnérabilité-là, on est tous à un pas d'insécurité alimentaire, puis c'est un moyen qui doit le plus possible ratisser large. C'est mon souhait aujourd'hui, c'était vraiment, c'est ça, de vous partager mes réflexions par rapport à ça, où est-ce qu'on en est, que la carte proximité, c'est vraiment pas ça va régler tous les problèmes, c'est la meilleure solution au monde, mais dans où est-ce qu'on en est rendu, je pense aujourd'hui, collectivement en tant qu'organisation, c'est un programme qui peut renforcer qu'est-ce qu'on fait et non essayer de faire des pirouettes pour faire quelque chose d'autre. Parce que souvent, dans le financement par projet, ça a été ça. Là. Je vais donner de l'argent, mais invente quelque chose de nouveau, innovant. Mais ça me prend plein d'énergie, là, faire cette nouvelle affaire-là. C'est un programme qui vient juste tout le monde nous renforcer nos organismes communautaires, renforcer le milieu agricole, renforcer la sécurité alimentaire des gens, et qu'on puisse avancer tout le monde ensemble.